Je me suis souvent dit que j'avais de la chance. Pas seulement parce que j'avais trouvé en mon mari un homme bon, attentionné et fidèle, mais aussi parce qu'il était entouré de personnes qui semblaient partager les mêmes valeurs que lui. Parmi elles, une figure se détachait, son meilleur ami, Marc. Leur amitié datait de l'enfance et elle avait traversé les années, les épreuves, les distances parfois, sans jamais se fissurer. À mes yeux, elle avait quelque chose de presque sacré. J'ai rencontré Marc quelques mois après avoir commencé ma relation avec mon mari. Dès le premier instant, j'ai senti qu'il occupait une place particulière. Mon mari parlait de lui comme d'un frère, et ce n'était pas qu'une façon de parler. Ils avaient grandi dans le même quartier, partagé leur banc d'école, leurs premiers amours, leurs premières peines. Quand je suis entrée dans leur vie commune, j'ai été accueillie avec une chaleur sincère, comme si je faisais déjà partie de leur duo. Au fil des années, Marc est devenu un membre à part entière de notre quotidien. Il était là pour les repas improvisés, les anniversaires, les fêtes de famille. Parfois, j'avais l'impression qu'il connaissait notre maison aussi bien que nous. Il entrait, ouvrait le réfrigérateur sans demander, riait avec mon mari de leurs souvenirs d'adolescents et me remerciait toujours d'un regard complice quand je lui servais son plat préféré. Il avait cette capacité à mettre tout le monde à l'aise, à se rendre indispensable sans jamais forcer sa présence. Je ne me suis jamais méfiée de lui. Pourquoi l'aurais-je fait? Sa fidélité envers mon mari était évidente. Quand ce dernier a traversé une période difficile au travail, Marc était là, presque chaque soir, à l'écouter, à l'encourager, à lui rappeler qu'il valait mieux que les injustices qu'il subissait. Quand nous avons eu notre premier enfant, il s'est improvisé oncle de cœur, apportant des jouets, des conseils maladroits mais sincères, et une aide précieuse quand la fatigue nous submergeait. À vrai dire, je voyais en lui un pilier, non seulement pour mon mari, mais aussi pour notre couple. Il avait cette manière de valoriser notre union, de dire à mon mari qu'il avait de la chance de m'avoir, de me rappeler à moi que j'avais choisi un homme exceptionnel. Il incarnait ce tiers rassurant, celui qui ne juge pas, mais qui observe avec bienveillance, celui qui nous faisait croire que rien ne pouvait briser l'équilibre que nous avions construit. Parfois, je surprenais ma famille à faire des remarques. Ma mère, par exemple, disait en riant, « On dirait que tu as deux maris, ma fille. » Je riais aussi, sans m'en offusquer. Pour moi, il n'y avait pas d'ambiguïté possible. J'étais heureuse de cette complicité à trois. Mon mari n'était pas jaloux, au contraire. Il me répétait souvent, « Tu sais, Marc t'apprécie vraiment. Il m'a dit que tu es la meilleure chose qui me soit arrivée. » Ces mots me faisaient plaisir, renforçaient ma confiance dans ce cercle solide qui m'entourait. En y repensant aujourd'hui, je me demande si je n'étais pas un peu naïve. Mais à l'époque, rien ne laissait présager ce qui allait se passer. Tout était simple, naturel, fluide. Nous pouvions rester des heures ensemble à discuter de tout et de rien. J'avais avec Marc cette facilité d'échange que j'ai rarement avec d'autres hommes. Il me parlait de ses projets, de ses rêves, parfois de ses déceptions sentimentales. Il me demandait conseil comme à une sœur, et je lui répondais toujours avec honnêteté, persuadée que c'était le rôle qu'il m'avait attribué. Je me souviens d'un soir en particulier. Nous étions assis sur la terrasse, un verre de vin à la main, après un dîner entre amis. Mon mari était parti se coucher, fatigué par sa journée de travail. Marc et moi étions restés là, à parler des années qui passaient trop vite, des choix que l'on fait parfois sans vraiment y réfléchir. Il m'avait regardé en silence pendant quelques secondes, puis avait détourné les yeux en souriant. J'avais interprété ce moment comme une réflexion mélancolique, rien de plus. Mais en vérité, je crois que c'était déjà un signe. Pourtant, rien ne m'inquiétait. J'étais convaincue que cette amitié indestructible entre mon mari et lui nous protégeait de toute dérive. Marc faisait partie de notre histoire comme une extension de notre couple, et je ne doutais pas de sa loyauté. J'étais fière, même, de voir à quel point mon mari savait s'entourer. J'avais la certitude que jamais rien ne viendrait troubler cette harmonie. C'est peut-être pour cette raison que le jour où Marc m'a avoué l'inavouable, mon monde a vacillé avec une violence que je n'aurais jamais imaginée. Car plus la confiance est grande, plus la trahison ou simplement la révélation fait mal. Mais à ce moment-là,
dans ces premières années de ma vie de femme mariée, je croyais encore que l'amitié pouvait tout contenir, tout supporter, et qu'elle ne franchirait jamais les frontières invisibles qui la séparaient de l'amour. Avec le recul, je me rends compte que les signes étaient là, sous mes yeux. Mais à l'époque, je refusais de les voir. Peut-être parce que j'étais trop confiante, trop persuadée que les choses avaient une place immuable. Mon mari était mon mari, Marc était son meilleur ami, et moi, j'étais au milieu de cette équation équilibrée. Rien ne devait venir perturber ce schéma. Pourtant, peu à peu, certains gestes, certaines paroles ont commencé à me troubler. Le premier souvenir qui me revient est anodin en apparence. C'était lors d'un déjeuner en famille. Nous étions tous réunis autour de la table, les enfants riaient, mon mari racontait une anecdote de bureau. Marc, assis en face de moi, me fixait avec une intensité inhabituelle. Pas un regard furtif, pas un sourire amical. Non, un regard long, soutenu, comme s'il cherchait à me dire quelque chose en silence. Je m'étais senti mal à l'aise, au point de détourner les yeux et de m'occuper en coupant distraitement la viande de mon fils. Ce n'était qu'un instant, mais il m'avait marqué. Ensuite, il y a eu ces attentions, apparemment banales, mais qui, mises bout à bout, formaient un fil invisible que je commençais à percevoir. Il me complimentait plus souvent que d'habitude. Au début, c'était simple, tu as l'air rayonnante aujourd'hui, j'aime ta robe, elle te va vraiment bien. Rien de choquant, rien de déplacé. Mais au fil du temps, les phrases devenaient plus personnelles, plus appuyées. Tu sais, tu as un sourire qui pourrait faire oublier une journée entière. Ou encore, ton mari ne te le dit pas assez, mais tu es vraiment exceptionnel. Ces mots résonnaient différemment. Je me souviens aussi de cette soirée où nous étions sortis tous les trois au cinéma. Mon mari, fatigué, s'était assoupi dans la salle, sa main glissant sur la coudoir. Marc était à côté de moi. À un moment, nos mains se sont frôlées, par hasard sans doute. Mais lui n'a pas retiré la sienne immédiatement. Il a laissé ce contact durer une seconde de trop, une seconde qui m'a fait battre le cœur un peu plus vite, contre mon gré. J'avais retiré ma main précipitamment, en espérant qu'il n'ait rien remarqué. Mais au fond de moi, je savais que ce geste n'était pas innocent. Je tentais pourtant de rationaliser. C'est toi qui exagères, me disais-je. Marc est un homme tactile, chaleureux, attentif. Tu es en train d'inventer des histoires. J'avais peur de donner de l'importance à des détails qui n'en avaient pas, peur de briser l'image parfaite que j'avais de lui. Alors, je me repliais dans le silence. Je chassais mes pensées comme on chasse une mouche importune. Mais il y avait aussi ces confidences qui changeaient de ton. Avant, il me parlait de ses projets, de ses voyages, de ses rêves professionnels. Puis, peu à peu, ces discussions ont pris une tournure plus intime. Il évoquait ses déceptions sentimentales, mais surtout, il me répétait qu'il n'avait jamais trouvé une femme qui lui correspondait vraiment. Et il ajoutait, avec un sourire étrange, peut-être que je cherche quelque chose qui n'existe pas, ou qui est déjà pris. J'avais ri nerveusement pour masquer mon trouble, mais son regard n'avait pas faibli. Il m'arrivait de sentir sa présence, même quand il ne disait rien. Lors de repas ou de soirées, j'avais l'impression qu'il m'observait en permanence, pas d'une manière gênante ou vulgaire, non, mais d'une façon presque attentive, comme si chacun de mes gestes avait une signification particulière pour lui. Quand je parlais, il m'écoutait avec une concentration presque excessive, comme si mes paroles étaient plus importantes que celles de n'importe qui. Mon mari, lui-même, parfois s'amusait de cette complicité. On dirait que vous avez votre propre langage, vous deux, disait-il. Je riais, mais intérieurement, je commençais à me poser des questions. Je luttais contre cette idée. Je ne voulais pas croire que Marc puisse nourrir autre chose qu'une affection fraternelle à mon égard. Cela me semblait presque une trahison de penser autrement. Alors, je me convainquais que c'était moi qui voyais mal, moi qui interprétais à travers un filtre déformé. J'avais peur de briser quelque chose de précieux. Et pourtant, la nuit, quand je me retrouvais seule dans mon lit à côté de mon mari endormi, mes pensées revenaient inlassablement. Pourquoi son regard me troublait-il? Pourquoi ces mots résonnaient-ils en moi comme un écho interdit? Je me sentais coupable,
même sans avoir rien fait, comme si simplement remarquer ses gestes était déjà une faute. Il y avait en moi une tension nouvelle, sourde, que je n'arrivais pas à apaiser, entre la femme mariée, sûre de son amour et de sa fidélité, et la femme troublée par des signaux qu'elle aurait préféré ignorer. Je savais qu'un jour ou l'autre, cette ligne invisible finirait par se matérialiser. Et au fond, malgré mes efforts pour détourner le regard, j'avais la certitude que Marc finirait par dire ce qu'il gardait sur le cœur. Je n'oublierai jamais ce jour, ni l'heure, ni l'endroit, ni l'air lourd qui emplissait la pièce, comme si le monde lui-même retenait son souffle. Rien ne laissait présager que tout basculerait ce soir-là. Mon mari avait été appelé à un dîner professionnel de dernière minute. Comme souvent, Marc était passé à la maison, disant vouloir me tenir compagnie, voir les enfants, puis partager un café avant de rentrer. C'était habituel, rien de suspect, rien d'anormal. Les enfants s'étaient endormis plus vite que prévu. Le silence de la maison avait quelque chose d'apaisant. Nous nous étions installés dans le salon, moi avec ma tasse de thé, lui avec un verre de vin. La lumière tamisée de la lampe diffusait une ambiance douce, presque intime, mais je ne m'en étais pas inquiétée. Après tout, ce n'était pas la première fois que nous nous retrouvions seuls à discuter. La conversation avait commencé banalement. Nous parlions du travail de mon mari, de ses projets, de nos vacances prochaines. Puis, petit à petit, Marc avait orienté la discussion vers lui. Il évoquait sa solitude, sa difficulté à trouver une femme qui lui convenait, son sentiment de passer à côté de quelque chose d'essentiel dans sa vie. Je l'écoutais, attentive, comme je l'avais toujours fait. Mais ce soir-là, il y avait dans sa voix une gravité différente, un poids que je n'avais jamais perçu auparavant. Puis, d'un coup, il s'était tu. Ses yeux s'étaient plantés dans les miens. J'avais senti mon cœur s'accélérer sans raison. Je savais que quelque chose allait sortir de sa bouche, quelque chose que je redoutais sans vouloir l'admettre. Tu sais, avait-il commencé, la voix hésitante, je ne devrais pas dire ça. Je me bats avec moi-même depuis des mois, mais je n'en peux plus. J'avais posé ma tasse, les mains légèrement tremblantes. Un pressentiment me traversait, mais je ne voulais pas l'entendre. Marc, avais-je soufflé, comme pour l'arrêter avant même qu'il ne continue. Mais il n'avait pas reculé. Au contraire, ses mots avaient jailli, clairs, irréversibles, « Je t'aime ». Le silence qui suivit résonne encore dans ma mémoire. Mon cœur s'était figé, mes oreilles bourdonnaient. Je l'avais regardé, incrédule, cherchant dans son visage une trace de plaisanterie, d'ironie, n'importe quoi qui pourrait effacer l'évidence de ses paroles. Mais non. Ses yeux brillaient d'une sincérité douloureuse. Tu es la femme de mon meilleur ami. Je le sais, je n'ai pas le droit, mais je ne peux plus me taire. Chaque jour que je passe près de toi, c'est une torture. Je t'admire, je t'apprécie, et je suis tombé amoureux de toi. Je sentais mon souffle court, ma gorge sèche. Les secondes s'étiraient comme des heures. Je voulais trouver les mots pour répondre, mais aucun ne venait. Tout mon corps était traversé d'un mélange de choc, de peur, et je dois l'avouer, d'un trouble que je n'osais pas nommer. Marc, tu ne peux pas dire ça, avais-je fini par articuler, d'une voix étranglée. Tu réalises ce que tu es en train de faire. Il avait passé une main nerveuse dans ses cheveux, comme pour chasser son angoisse. Oui, je sais. Je risque de tout perdre, ton respect, ton amitié, celle de ton mari. Mais je ne pouvais plus faire semblant. Je n'en pouvais plus de garder ça en moi. Je m'étais levée, incapable de rester assise à côté de lui. Mes jambes tremblaient. J'avais fait quelques pas dans la pièce, les bras serrés contre moi, comme pour me protéger. Tu me mets dans une position impossible, avais-je murmuré. Marc, tu es comme un frère pour moi. Enfin, je croyais. Et là, tu viens briser tout ça. Tu te rends compte? Il s'était levé à son tour, s'approchant de moi, mais en gardant une distance respectueuse. Ses yeux ne quittaient pas les miens. Je sais que je te choque, mais je ne veux pas te manquer de respect. Je voulais juste être honnête, que tu saches ce que je ressens. Même si tu me rejettes, même si tu m'en veux, au moins, tu sauras la vérité. Mes pensées se bousculaient. Mon mari, notre couple, notre vie construite pas à pas, et cet homme,
cet ami que j'avais toujours considéré comme un pilier, qui me dévoilait soudain l'inavouable. Une partie de moi voulait crier, le mettre à la porte, effacer ces mots de ma mémoire. Mais une autre partie, plus enfouie, plus dangereuse, se sentait bouleversée par l'intensité de son regard, par la force contenue dans son aveu. Le silence retomba, lourd, presque insoutenable. Je n'osais plus parler, de peur que mes mots ne me trahissent. Finalement, j'avais trouvé la force de dire, je ne peux pas entendre ça, Marc. Pas de toi, pas maintenant, pas jamais. Tu dois partir. Il avait baissé les yeux, vaincu. Sans un mot de plus, il avait attrapé sa veste, s'était dirigé vers la porte. Avant de sortir, il s'était retourné une dernière fois. Je suis désolé, mais je ne regrette pas de te l'avoir dit. Et la porte s'était refermée derrière lui. Je suis restée seule dans le salon, le cœur battant, les mains moites, l'esprit en vrac. Tout ce que je croyais solide venait de se fissurer en un instant. Et je savais que rien, absolument rien, ne serait plus jamais comme avant. Cette nuit-là, je n'ai presque pas dormi. J'étais restée allongée dans mon lit, le regard fixé sur le plafond, tandis que mon mari dormait paisiblement à mes côtés. Sa respiration régulière me rappelait à quel point il était loin de deviner ce qui venait de se produire dans notre salon, à quelques mètres de lui. Je me sentais comme prisonnière d'un secret trop lourd, d'une vérité qui ne m'appartenait pas, mais qui m'enveloppait malgré moi. Chaque fois que je fermais les yeux, je revoyais le visage de Marc, ses yeux brûlants de sincérité, ces mots qui résonnaient encore dans ma tête, « Je t'aime ». J'aurais voulu les effacer, les remplacer par autre chose, par une plaisanterie maladroite, par une phrase dénuée d'ambiguïté. Mais non, c'était bien réel. Et plus j'essayais de repousser ce souvenir, plus il s'imposait à moi. Un mélange contradictoire m'habitait. D'un côté, la colère, comment avait-il osé? Comment avait-il pu briser ainsi la confiance que nous avions placée en lui? Il connaissait mon mari depuis toujours. Il savait à quel point notre couple reposait sur une loyauté réciproque. Et malgré tout, il avait choisi de franchir la ligne rouge. Rien que pour ça, j'avais envie de lui en vouloir, de me fermer à jamais, de le rayer de notre vie. Mais il y avait autre chose, plus insidieux. Une part de moi, que je refusais de reconnaître, se sentait flattée. Ces mots interdits avaient réveillé en moi quelque chose que je croyais endormi, le désir d'être regardée autrement, d'être désirée au-delà de mon rôle d'épouse et de mère. J'aimais mon mari, je ne doutais pas de mes sentiments pour lui. Pourtant, je ne pouvais nier que l'aveu de Marc avait fait naître une agitation étrange dans mon cœur. Comme si, malgré moi, j'étais touchée par la profondeur de ce qu'il avait exprimé. Je me suis alors surprise à redouter la suite. Fallait-il en parler à mon mari? Devais-je lui dire que son meilleur ami m'avait avoué l'inavouable? Mais à quel prix? Je savais que cela détruirait leur amitié. Mon mari n'aurait jamais supporté une telle trahison. Il aurait vu dans mon silence une complicité, peut-être même une faute de ma part. Et moi, je refusais d'être celle qui porterait la responsabilité de briser ce lien d'enfance si précieux pour lui. Alors, je me suis dit que le silence serait ma protection. Si je gardais ce secret, peut-être qu'avec le temps, tout s'éteindrait. Peut-être que Marc comprendrait qu'il devait s'éloigner, et que tout rentrerait dans l'ordre. Mais plus je réfléchissais, plus je me rendais compte que c'était une illusion. Les mots, une fois prononcés, ne disparaissent jamais. Ils changent tout. Les jours suivants ont été un supplice. Quand je croisais Marc, son regard évitait le mien, mais je pouvais sentir le poids de son aveu dans chacun de ses gestes. Il n'était plus tout à fait le même. Il semblait à la fois soulagé et accablé. Et moi, je jouais la comédie. Devant mon mari, je faisais semblant de ne rien remarquer, de rire aux blagues comme avant, de parler avec la même légèreté. Mais à l'intérieur, j'étais en guerre contre moi-même. La nuit, mes pensées me hantaient. Je me demandais, et si j'avais répondu autrement? Et si, au lieu de l'écarter, j'avais l'écouté jusqu'au bout? Aurais-je ouvert une porte que je n'aurais plus jamais pu refermer? Et surtout, pourquoi ces questions me traversaient-elles? Pourquoi étais-je capable d'imaginer, même en secret, une autre issue? Était-ce la preuve que quelque chose manquait dans ma vie,
ou bien simplement la conséquence d'un trouble passager provoqué par la surprise. Je culpabilisais. Chaque sourire que j'offrais à mon mari me paraissait faux. Chaque geste tendre me semblait trahi par les pensées qui m'assaillaient en silence. Pourtant, je n'avais rien fait de mal. Je n'avais rien cherché, rien provoqué. Mais je portais en moi ce secret comme une marque invisible, et il me donnait l'impression d'être infidèle rien qu'en respirant. Je pensais aussi à l'avenir. Pouvais-je continuer à fréquenter Marc comme si de rien n'était? Pouvais-je accepter qu'il vienne dîner à la maison, qu'il partage nos vacances, qu'il s'occupe de nos enfants comme il l'avait toujours fait? Chaque perspective me semblait fausse, artificielle. Tout avait changé, même si mon mari, lui, ne voyait rien. Et puis, il y avait cette peur sourde, et si un jour, sous le poids de mes propres contradictions, je finissais par céder? Pas parce que je ne respectais pas mon mariage, mais parce que je me sentirais entraînée par quelque chose de plus fort que moi. Je redoutais ce scénario, et en même temps, il me hantait comme une tentation. Ainsi, jour après jour, je me retrouvais écartelée entre trois forces, mon amour et ma loyauté envers mon mari, le trouble que Marc avait réveillé en moi, et le silence qui me dévorait. C'était une tempête intérieure dont je ne voyais pas l'issue, et je savais qu'un choix s'imposerait tôt ou tard. Les jours s'étaient transformés en semaines, et je vivais dans un état d'alerte permanent. Chaque fois que mon téléphone vibrait, j'avais peur que ce soit Marc. Chaque fois qu'il passait à la maison, mon cœur battait plus vite, non pas de joie, mais d'angoisse. J'avais l'impression de porter un fardeau invisible que personne d'autre ne voyait. Mon mari continuait à rire, à plaisanter, à parler de ses projets avec son ami, comme si rien n'avait changé. Et moi, je souriais, je faisais semblant, mais je me consumais à l'intérieur. Je savais que je ne pouvais pas continuer ainsi. Le silence, loin de me protéger, me détruisait. Il m'obligeait à vivre dans la peur constante de franchir une limite que je ne voulais pas franchir. Alors, un soir, seule dans ma chambre, j'ai pris une décision. Il fallait mettre un terme à cette ambiguïté. Il fallait que je choisisse une voie claire, même si elle faisait mal. La première option était de tout dire à mon mari, lui avouer ce que Marc m'avait confié, lui ouvrir mon cœur, partager avec lui le poids de ce secret. Mais je connaissais les conséquences. Mon mari n'aurait jamais pardonné. Leur amitié de plus de 20 ans aurait volé en éclats. Et je savais que, même si je n'avais rien fait de mal, il me regarderait différemment. Peut-être me jugerait-il coupable d'avoir laissé la situation durer ou d'avoir attiré, malgré moi, cette confession. Cette idée me paralysait. La deuxième option était plus radicale, couper les ponts avec Marc, ne plus le voir, ne plus lui ouvrir ma porte, lui interdire toute proximité avec ma famille. C'était la voie la plus sûre, mais aussi la plus douloureuse, parce que, malgré tout, Marc faisait partie de notre histoire, de nos souvenirs, de nos habitudes. Le rayer de nos vies serait un séisme, et mon mari ne comprendrait pas. Et puis, il y avait cette troisième option, la plus dangereuse, céder, laisser mes émotions parler, écouter ce trouble qui me hantait, répondre à ce désir interdit. Mais chaque fois que j'imaginais ce scénario, je voyais mon monde s'effondrer. Je voyais le regard brisé de mon mari, la honte dans les yeux de mes enfants, et ma propre image déchirée dans le miroir. Non, ce chemin-là n'était pas pour moi. Alors, j'ai choisi la deuxième voie. J'ai décidé de mettre une distance claire entre Marc et moi, sans pour autant briser leur amitié. Un équilibre fragile, mais nécessaire. Le lendemain, je l'ai appelé. Ma voix tremblait, mais je savais que je ne pouvais plus reculer. Marc, il faut qu'on parle. Il avait accepté aussitôt, comme s'il attendait cet appel. Nous nous sommes retrouvés dans un café discret, loin des regards familiers. Dès que je l'ai vu, j'ai compris que lui aussi souffrait. Ses traits étaient tirés, son sourire absent. Je n'ai pas tourné autour du pot. Écoute, Marc, ce que tu m'as dit, ça m'a bouleversé. Mais je suis mariée. J'aime mon mari, et je ne veux pas que ce que tu ressens vienne détruire ce que nous avons construit, ni votre amitié. Il a baissé les yeux, silencieux. Je voyais ses mains serrées sur sa tasse, comme s'il essayait de contenir son émotion. Je comprends, a-t-il murmuré. Je savais que tu dirais ça,
mais j'avais besoin de l'entendre. J'ai pris une inspiration profonde. Alors, il faut qu'on mette de la distance, pour ton bien, pour le mien, pour le sien. Je ne veux pas te perdre comme ami, mais je ne peux pas supporter cette tension. Il m'a regardé enfin, les yeux humides. Tu ne me perdras pas, mais je vais m'éloigner. Oui, parce que si je reste trop proche, je finirai par espérer quelque chose qui n'arrivera jamais. Ces mots m'ont transpercé. Une part de moi aurait voulu le consoler, lui dire qu'il comptait, qu'il ne serait jamais totalement absent de nos vies. Mais je savais que le réconfort pouvait être mal interprété. Alors, je suis restée ferme, même si mon cœur se serrait. Les mois qui ont suivi ont été étranges. Marc venait moins souvent. Mon mari s'en étonnait parfois, mais il mettait ça sur le compte de ses obligations professionnelles. Moi, je me taisais, soulagée et coupable à la fois. La distance s'est installée, et peu à peu, la tension a diminué. Il m'arrive encore de croiser son regard lors de réunions ou d'occasions familiales. Il y a toujours, au fond de ses yeux, cette étincelle douloureuse, comme un rappel de ce qui s'est passé. Mais désormais, nous savons tous les deux que cette ligne ne sera jamais franchie. Ce choix m'a coûté. Il m'a arraché des nuits entières, des larmes silencieuses, des questionnements sans fin. Mais il m'a aussi offert une certitude, celle de rester fidèle à moi-même, à mon mari, à la vie que nous avons construite. L'inavouable avait été dit, mais c'est dans le silence qui a suivi que j'ai trouvé ma vérité.